Bonjour. Alors samedi, vous êtes allé faire les courses, vous avez pris cher. Hein, et ben demain, c'est mardi, et c'est Macron qui va prendre cher. Samedi, vous avez fait les courses, comme on le fait souvent, le samedi, et vous avez vu que les prix ont explosé. Depuis, on a appris que le ministre Le Maire et M. Macron ont appelé les grands distributeurs à faire des efforts sur leur marge. Voilà. Vous dépendez donc de leur bonne volonté. Mais, une fois de plus, c'est à côté du but. Parce que le véritable problème, ce n'est pas la distribution, c'est à la production que le problème se lève des prix. À la production, tout l'agroalimentaire a vu ses prix s'envoler et ses bénéfices s'envoler. L'agroalimentaire, c'est toutes les activités de conditionnement de la nourriture, c'est-à-dire l'essentiel de vos dépenses pour la semaine. Et il faut bien que vous vous rendiez compte que les salaires dans l'agroalimentaire, ça représente 1% de l'augmentation des prix. Et pour que vous compreniez encore mieux qui est en train de se gaver à cette occasion aussi, il faut que vous sachiez que le total des salaires est passé de 6,7 milliards à 6,9 milliards. C'est-à-dire pas grand-chose. Mais par contre, les bénéfices, eux, ils sont passés de 3 milliards à 6 milliards. Ils ont doublé. Voilà la situation dans laquelle on est. Et une fois de plus, on fait confiance à la générosité des grands entrepreneurs pour limiter la hausse des prix, alors qu'on avait dit qu'il fallait le bloquer. Donc n'attendez rien de ce gouvernement. Chaque fois que vous allez être dans la difficulté, il va l'aggraver plutôt que de la résoudre. Rappelez-vous que dans l'élection présidentielle, on avait proposé, nous autres, le blocage des prix, en disant si on bloque à l'endroit où ça compte, c'est-à-dire sur les carburants, on empêchera la propagation de l'inflation. Nous sommes dans cette situation, les prix augmentent d'une manière absolument immaîtrisée et le gouvernement n'a aucune réponse à apporter. Alors, quand on va passer à la journée du 7 mars, ça sera le moment de se rappeler que, en plus de toutes nos raisons, qui est de ne pas accepter la retraite à 64 ans, il y a aussi le fait qu'on n'accepte pas d'être tondu comme les gens le sont aujourd'hui par cette hausse des prix. Pour moi, c'est la même bataille pour deux raisons. C'est les mêmes qui profitent et c'est les mêmes qui ont créé ou laissé aller la situation au désordre dans lequel on est. Alors j'en viens à ce 7 mars. C'est une journée historique pour la vie de la France. C'est une fois tous les 30 ans qu'on a des mobilisations de cette nature. Tous les syndicats sont unis pour vous appeler demain. Des branches dans toutes les catégories de professions ont appelé à des grèves et à des grèves reconductibles. À l'intérieur de chacune des grandes fédérations syndicales, vous avez des branches, des entreprises qui ont décidé, le soir même du 7 mars, de convoquer des assemblées générales du personnel pour décider si la grève doit être reconduite le lendemain 8 mars, le 9 et ainsi de suite. Nous sommes donc dans un moment tout à fait clé. Que compte faire le gouvernement en face de ça ? Pour l'instant, il pense continuer à se défausser. Comment se défausse-t-il ? D'abord, le premier responsable, le président de la République, qui est confronté à un événement de l'histoire nationale de son pays. Lui, pendant ce temps, qu'est-ce qu'il fait ? Il s'en va. Ce qu'il veut, c'est donner l'impression que ça ne le concerne pas lui vraiment, que c'est ces sous-fifres qu'on a vu craquer à l'Assemblée nationale qui sont les responsables de cette situation. Non, c'est lui. Et son devoir, maintenant, c'est de trouver une solution au désordre qu'il a créé. Pour l'instant, la seule solution qu'il voit, c'est d'espérer que sa réforme passe au Sénat et ensuite la faire passer en force en 24 heures à l'Assemblée nationale où nos députés auront bien moins de moyens pour bloquer cette réforme qu'ils ne l'avaient à la première lecture. Donc, tout va se jouer dans la capacité de mobilisation populaire. Mais il faut bien que le président de la République comprenne que le peuple tout entier a compris que lui, M. Emmanuel Macron, est le responsable de cette situation. Et par conséquent, c'est à lui de proposer une sortie. Et il n'en manque pas des sorties. Et des sorties démocratiques. Il pourrait s'en remettre à la démocratie sociale. Bah oui, ça existe dans ce pays, il y a une démocratie sociale. On élit des juges pour les prud'hommes. Et jusqu'à 1984, et la loi s'applique toujours, normalement, eh ben on élisait les administrateurs des caisses de la sécurité sociale. Donc si vous ne savez pas quoi faire, M. Macron, si vous ne savez pas comment sortir du problème, eh ben rendez aux gens qui cotisent à la sécurité sociale le pouvoir de décider par eux-mêmes ce qu'ils comptent faire de leur sécurité sociale et notamment du droit à la retraite. Si vous trouvez ça trop compliqué, ce que moi je trouve pourtant très simple, eh bien vous pouvez faire autrement, puisqu'il y a un écart pareil entre ce que veut le peuple français et ce que
prétend faire sa représentation nationale. C'est-à-dire 93% des gens qui travaillent ne veulent pas de cette réforme. 70% des gens sont prêts à accepter l'idée que tout le pays soit bloqué plutôt que de faire passer cette réforme. On voit donc bien qu'il y a un écart complet entre ce que veut le peuple sur une question qui organise la vie des gens et ce que veulent les assemblées. Alors comment on règle ça? Eh bien, il y a deux moyens très simples. Le premier, c'est la dissolution. Le deuxième, c'est le référendum. La dissolution, c'est on retourne, on vote et on élit des députés, les gens ayant à choisir entre les programmes qui leur sont proposés. Quant au référendum, c'est encore plus simple. C'est d'ailleurs ce que nous on proposait, qu'il y ait un référendum. Et puis la présidente de l'Assemblée nationale s'est arrangée pour faire une magouille pour que ce soit le Front national qui ait le droit de déposer sa motion référendaire, et nous, qui sommes 2 fois plus nombreux, la NUPES, nous avons été éliminés de cette présentation. Mais pour autant, le référendum est une bonne méthode. Donc, M. Macron doit faire appel au peuple maintenant pour débloquer la situation. Vous ne pouvez pas, Monsieur le Président, continuer dans l'idée que c'est par un bras de fer, surtout un bras de fer qui se terminerait par un coup de force, que vous allez régler un problème pareil. Vous vous trompez de pays. Et c'est souvent que ça vous arrive parce que la tournée que vous venez de faire en Afrique est catastrophique parce que là aussi, vous vous êtes trompé de pays. Vous avez cru rencontrer vos habituels clients. En réalité, vous avez rencontré les gens de peuples qui sont majeurs, comme le nôtre, qui sait très bien pourquoi il consent les durs sacrifices de la lutte pour obtenir bon droit, pour obtenir qu'on n'applique pas des réformes qui leur rendent la vie plus dure. Voilà ce que j'avais à vous dire. Le 7, on bloque tout. On bloque tout. Et je félicite Louis Boyard d'avoir trouvé une excellente idée dans un pseudo-concours assez rigolo, qui a eu pour principal résultat de voir toutes les bonnes âmes du pays se précipiter pour dire comment on a fait un concours de blocage et on propose une visite de l'Assemblée nationale. Je dis merci à tous les ballots qui sont tombés dans le piège parce qu'ils nous ont permis de faire une magnifique propagande et campagne d'information pour les blocages. Mais puisque je parle des blocages, notamment ceux des lycées, j'en profite pour vous demander à vous autres qui serez en grève ce jour-là. Allez donc un peu devant la porte des lycées où se trouvent les jeunes parce que vous pourriez être en situation de les protéger. Car j'ai vu souvent qu'on déployait des moyens policiers qui n'ont pas toujours le tact, le sens de la mesure, qui ne se rendent pas toujours compte que l'on s'adresse à des très jeunes gens et que le devoir est de les protéger. Alors c'est peut-être à nous, les parents, d'aller devant les lycées pour que les blocages se passent dans de bonnes conditions. Mais c'est pas tout. J'ai dit il y a un instant, il y aura des assemblées de travailleurs dans toutes les entreprises mardi soir. Eh bien, il faut aussi que les gens aient l'occasion de parler et de décider. Alors voilà l'idée qu'ont eu beaucoup de gens qui ont décidé d'occuper des ronds-points. Attention, je ne vous dis pas que LFI va occuper les ronds-points. Je suis en train de vous dire que l'on m'a expliqué comment nous allons occuper des ronds-points. Localement, mon information par les syndicats est qu'il y aura des ronds-points occupés en Haute-Saône, dans la Sarthe, à Perpignan, à Carcassonne, à Abbeville, à Amiens. On m'a parlé aussi de Toulouse et de son proche environnement. Il y en aura donc partout. Et bien sûr, sur ces ronds-points, qu'est-ce qu'on y fait? Eh bien, on discute. C'est une assemblée citoyenne en quelque sorte. C'est les Gilets jaunes qui nous ont appris à faire ça. Les lycées, donc, ai-je dit, les facultés, les ronds-points, les commerçants, dans de nombreuses villes, ont décidé de tirer le rideau. Des fois à l'heure de la manifestation, en solidarité. D'autres fois, toute la journée. Mais c'est dur pour eux, il faut bien le dire, et on comprend que ce ne soit pas toujours possible. On me raconte que, avant ou après la marche, dans de nombreux cafés, des gens ont décidé de faire des petites rencontres populaires où l'on parle, où on échange des idées, c'est-à-dire que l'on fera des petites réunions politiques dans les bistrots. Ensuite, chaque personne peut participer aussi, et non seulement en allant à la marche ou à la manifestation qui est convoquée dans la ville, mais on peut mettre sur son balcon une affiche, une pancarte, quelque chose qui manifeste la solidarité et qui dise non à la retraite à 64 ans. Si vous ne savez pas quoi mettre sur votre pancarte, vous pouvez vous connecter sur le site actionpopulaire.fr et là, il y a du matériel qui est proposé par les Insoumis. Alors si ça vous ennuie de mettre le logo Insoumis, bah vous enlevez le logo Insoumis et vous mettez le message. Parce que ce qui compte, c'est avant tout le message non à la retraite à 64 ans. Puisque la réforme passe au Sénat en ce moment, eh bien, moi, je vous propose d'aller voir vos sénateurs pour leur demander comment ils comptent voter, quelle position ils prennent sur ce sujet. Parce que, vous savez,
d'une part, c'est eux qui vont avoir une décision importante, mais d'autre part, il y a aussi des élections sénatoriales qui auront lieu en septembre prochain. Et ça serait bien que les sénateurs comprennent ce que veut le peuple français pour qu'ils puissent se positionner, non seulement par leur vote, mais ensuite, si jamais ils sont à nouveau candidats. Bon, vous avez compris, le 7 mars, c'est une journée immense, un événement historique pour la France. Toutes les générations, toutes les régions, toutes les professions sont concernées. Et vous-même qui me regardez à cet instant, vous avez sans doute le cœur plein d'envie d'agir, et je vous ai proposé des formes pour le faire, pour participer à cette journée du 7. Mais le 7 n'est pas le point final de la lutte. Le 8, nous avons un appel à la grève féministe, parce que les femmes vont être les plus durement frappées par cette nouvelle réforme des retraites. Le 9, les jeunes gens, 12, 13 organisations de jeunesse appellent à une action des jeunes dans les facultés et autour. Nous ne faisons que commencer d'une certaine manière. Mais j'espère que le président de la République comprendra qu'il ne doit pas compter sur l'épuisement ou sur le pourrissement de la lutte. Parce que ça voudrait dire beaucoup de rancœur, beaucoup d'amertume. Et c'est pas juste. C'est pas juste d'être puni en plus, d'être promis à une vie de travail toujours plus longue, toujours plus épuisante. Les gens, c'est le moment de faire. C'est le moment d'agir. C'est l'heure des caractères.